Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. La sonde Voyager 1 est en panne. Cette sonde spatiale à 24 milliards de kilomètres de la Terre rencontre de nouvelles difficultés de communication. Mais c'est surtout cette semaine la fusée Vulcan Centaur qui secoue l'actualité. La toute première mission spatiale privée à destination de la Lune a décollé avec succès lundi dernier. On y revient en première partie d'émission. Et puis dans votre talk, on parle de vol cargo, le transport de fret de la Terre à l'espace. C'est le nouvel objectif de l'Europe spatiale. Avec nos invités, nous ferons le point sur cette ambition, mais aussi sur la réalité du marché du fret spatial. Voilà pour le programme, direction l'espace profond. La sonde Voyager 1 est en panne et les amateurs d'espace connaissent bien cette sonde envoyée dans l'espace en 1977 qui a franchi depuis notre système solaire, se trouve aujourd'hui à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. À cette distance, l'objet continue pourtant de transmettre de précieuses informations à la NASA avec un délai moyen de 18 heures entre l'envoi et la réception. Mais depuis quelques semaines, les informations sont brouillées, voire totalement incompréhensible et le problème vient d'être identifié. La NASA met en cause le Flight Data System, c'est l'ordinateur qui met en ordre les données des instruments pour les envoyer vers la Terre. Il va donc falloir entièrement reprogrammer cet ordinateur de bord et à distance pour qu'il refonctionne. La NASA estime donc que ça pourrait prendre plusieurs semaines sans plus de précision pour le moment. La première mission privée à destination de la Lune a décollé et c'est historique. Derrière ce succès, le groupe américain ULA, United Launch Alliance, qui regroupe Boeing et Lockheed Martin. La fusée nommée Vulcan Centaur a décollé vers la Lune ce lundi 8 janvier à 2h18 heure locale depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. À son bord, un alunisseur nommé Peregrine, développé par la start-up Astrobotic avec le soutien de la NASA. L'engin doit se poser sur la Lune le 23 février prochain. S'il réussit, il s'agira du premier appareil privé à se poser sur la Lune, mais aussi du premier retour sur la Lune depuis la mission Apollo il y a plus de 50 ans. Alors ce ne sera pas chose facile, aucune mission privée n'a réussi pour l'instant le retour d'un tel engin sur la Lune depuis la mission Apollo, et Peregrine a déjà rencontré quelques difficultés au moment de sa séparation avec le lanceur notamment. Et puis dans cette fusée, on y trouve aussi de l'art. C'est la dernière actualité du jour. En fait, on trouve le projet Vitae de la sculptrice Annie-Laure Banon en ligne avec nous aujourd'hui pour le Call Actu. Bonjour Annie-Laure Banon, bienvenue dans Smart Space. Ça fait une dizaine d'années que vous travaillez sur ce projet ambitieux et artistique et il est maintenant dans l'espace. Ah oui, bonjour. C'est vraiment très émouvant parce que ce sont des projets de très longue haleine. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de possibilité d'aller si loin dans l'espace pour un privé. Donc, c'est pour nous très important. Et chaque étape, c'est un projet dont chaque étape nous rapproche un peu plus de la Lune et de nos rêves et de la réalisation de nos rêves. C'est quoi cette œuvre précisément? On a vu quelques images à l'instant. C'est un arbre de vie? Alors oui, ça peut aussi être ça, mais c'est surtout le symbole de l'humanité qui est rassemblée. Ce projet a pour mission dès le départ de réunir l'humanité, puisqu'il comporte 1 million d'empreintes de main que je collecte aux 4 coins de la planète, dans les écoles, dans les hôpitaux, chez des anonymes comme les prix Nobel de la paix. On en a beaucoup avec nous. Donc c'est vraiment un peu de l'humanité pour montrer qu'ensemble, tout est possible. C'est un peu une ode à la vie et à l'espoir. Et cette sculpture est animée, elle s'ouvre, elle se ferme, elle est vivante, puisqu'elle s'appelle Vitae, c'est vraiment une ode à la vie. Et elle devrait, quand elle sera sur la Lune, s'ouvrir et se fermer en fonction, de façon très naturelle, uniquement par la chaleur et la température sur le sol lunaire. Il vous a fallu des autorisations pour pouvoir envoyer cet objet d'art sur la Lune ?
Alors non, puisque c'est un vol privé. Pour l'instant, je ne suis pas la seule dans ces payloads qui sont sur Peregrine, mais on n'a pas besoin d'autorisation. On envoie bien sûr en avance des exemples de ce que vous allez faire, l'explication et le contenu. Et si c'est approuvé, bien ça part. Voilà. Mais enfin, l'art serait peut-être une des rares choses qui ne devrait pas être un problème d'autorisation. Est-ce que ça a été compliqué quand même pour vous de mettre en place ce projet? Alors vous avez réussi à envoyer ce projet avec cette start-up. Est-ce que c'est la première à avoir dit oui? Est-ce qu'il a fallu attendre que les coûts soient réduits aussi pour l'envoi d'un tel objet dans l'espace? Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'étapes déjà. Vous savez, ce projet, en fait, c'est comme beaucoup d'œuvres d'art, c'est le chemin qui est l'œuvre en soi et qui réunit à chaque fois, elle fait son travail. À chaque étape, on réunit des gens dont les mondes sont très éloignés. Je vous dis pas seulement des anonymes, mais dans la technologie, ils sont des scientifiques. Je travaille avec des astrophysiciens, avec des ingénieurs de l'espace, évidemment pas que en France. Et ce projet a franchi des étapes. On a d'abord fait des envois dans la stratosphère, ce qu'on appelle le bord de l'espace, the edge of space, et c'était déjà une grande victoire. Après, on est monté dans la station orbitale, donc on a fait un premier vol sur SpaceX, et ça c'était très important parce qu'on voulait justement tester l'ouverture et la fermeture en microgravité de la sculpture, parce que ce qu'on avait testé sur Terre devait aussi, effectivement, même si on l'avait simulé, être sûr que ça allait fonctionner. Donc on l'a envoyé, et ça a pris 3 ans de pouvoir faire cet envoi dans la station orbitale. C'est Thomas Pesquet qui a fait l'expérience. Donc tout ça sont à chaque fois des moments assez magiques. Donc maintenant on va encore plus loin et j'espère que bientôt on pourra arriver au bout et l'installer sur la Lune définitivement. Alors j'imagine que vous avez, comme tout le monde, peut-être eu quelques frayeurs avec les aléas de Peregrine, qui a eu du mal après la séparation avec le lanceur. Alors si tout va bien et que Peregrine atterrit bien, allume bien le 23 février prochain, comment ça va se passer pour que votre objet se retrouve sur la Lune précisément bien installé? Alors, déjà, effectivement, quand on travaille avec l'espace, on a tout à fait inclus dans notre mental que tout peut arriver, parce que ce sont, et on le voit là, ce sont vraiment des challenges incroyables, humainement, de voir tout le travail qui est fait pour que tout aille bien. Et effectivement, il peut y avoir des soucis. Là, il y a un problème de fuite de carburant, et donc ça risque de poser problème pour l'alunissage, mais c'est vrai que c'est tout de même, à chaque fois, vous voyez, Astrobotic continue à envoyer des images, donc l'aventure continue. Et une fois que le rover, si tout va bien, sera sur la Lune, il déposera les différentes payloads qu'il aura, dont notre parchemin vital qui est dans un écrin que j'avais dessiné, et on l'a réalisé avec le CERN, avec le laboratoire du CERN à Genève, et à l'intérieur il y a toute l'histoire de Vitae, donc c'est un peu en éclaireur de la sculpture finale pour annoncer sa venue. Voilà, symboliquement c'est intéressant de montrer que les rêves, petit à petit, il faut oser rêver grand, et qu'il y a des solutions à tous les problèmes, même si la planète est vraiment dans de gros défis. Il faut penser que si on se met ensemble, on peut trouver des solutions. Alors, avant de conclure, Annie Lorbanon, je crois que cette œuvre, on pourra la voir depuis la Terre avec un télescope, vous le confirmez? Alors, on peut. Ce qu'on avait prévu, c'était de rester en connexion avec cette œuvre garder la connexion, parce que c'est un travail sur le lien, et donc elle est prévue d'émettre à certains moments un beacon, une petite lumière, si vous voulez, et qui va pulser, qu'on pourra voir avec un télescope de base, et de façon plus terrestre. On peut aujourd'hui voir tout ce travail au Musée des Arts et Métiers au CNAM, et laisser son empreinte de main pour ceux qui le veulent. On peut aller le faire en ce moment jusqu'à fin février, je crois, au Musée des Arts et Métiers. Il y a toute une exposition sur l'exploration et le projet Vitae. Donc ceux qui ont envie de laisser leurs mains, ils peuvent encore le faire. On les attend.
Merci beaucoup Annie-Laure Banon, sculptrice et fondatrice du projet Vitae qui est en direction de la Lune aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre call actu. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. C'est l'ambition affichée en 2024, propulser nos capacités européennes en matière de vol cargo. Est-ce que c'est vraiment là que se joue l'avenir du spatial ou peut-être pas tout à fait? En tout cas, le marché sera-t-il à la hauteur? On va se poser la question avec nos invités en plateau aujourd'hui dans le Space Talk. À ma droite, Charlotte Mathieu, responsable de la division politique industrielle et économie spatiale à l'Agence spatiale européenne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. En face de vous, Amaury Dufay, chargé d'études spatiales et responsable du pôle espace à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Bonjour. Bonjour Cécile. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, l'Agence spatiale européenne, justement, en a fait un de ses objectifs principaux, soutenu d'ailleurs par la France et Emmanuel Macron. Pourquoi le vol cargo ? Alors le vol cargo, c'est quand même une longue histoire. Les 50 ans du spatial l'ont montré. Le vol cargo s'inscrit dans une évolution générale du spatial. Aujourd'hui, de quoi on parle avec le vol cargo ? On parle d'un transfert de fret depuis le sol vers une station spatiale internationale et pour les Chinois, vers leur station. L'environnement spatial évolue. Nous allons avoir prochainement des stations spatiales commerciales. Donc, vers l'orbite basse terrestre, nous nous attendons à avoir un développement de ce transport de fret vers l'orbite spatiale terrestre, mais aussi vers l'orbite lunaire et vers la surface lunaire. Puisqu'il y aura la Lunar Gateway, en fait, il y aura énormément d'usages. On va perdre la station spatiale internationale quand même. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais un peu avant 2030, à peu près. C'est les délais qui ont été annoncés, qui sera ensuite privatisée. Vous l'avez dit, la station spatiale chinoise est déjà en place et nous, on sera plus loin, on sera sur la Lune, enfin autour de la Lune, sur la Lune j'espère aussi. Donc le transport de fret, vous l'avez dit, c'est vers une station. Est-ce que ça concerne aussi tout l'écosystème des constellations ? Alors, oui, effectivement, ça peut concerner l'écosystème des constellations. Il y a l'une des applications du cargo, c'est ce qu'on appelle l'in-orbit servicing. Donc, effectivement, on peut aller vers des stations spatiales. Globalement, ça concerne tous les atouts en orbite. Donc, on peut aller vers d'autres satellites pour pouvoir, pourquoi pas, les ravitailler en carburant, prolonger leur espérance de vie. C'est aussi un enjeu, du coup, de durabilité de l'espace. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas de capacité de vol cargo. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas cette capacité de vol de fret vers la station spatiale. Elle utilise celle des Américains et des Russes. Mais effectivement, comme l'a été mentionné, on est en train de travailler au développement d'un écosystème de logistique spatiale. Donc là, on parle vraiment d'un transport de fret de nouveau vers une station ou vers potentiellement des satellites en orbite. Mais nous développons vers un environnement qui est beaucoup plus dynamique. Donc ce n'est pas du point à point. Ouais. Ça va être des services en orbite, de la réparation, du refueling et éventuellement plus tard de la manufacture en orbite. Donc un développement d'un écosystème beaucoup plus global. Alors vous parlez de la manufacture par exemple avec le projet Rev One de Thales et de Space Cargo Unlimited. Donc ça c'est un projet d'usine dans l'espace qui devrait rejoindre... alors, qui n'est pas encore réalisé, mais qui devrait rejoindre l'espace d'ici quelques mois ou quelques années. J'ai plus exactement en tête la date. Donc ça, c'est un exemple d'usage. On a du mal quand même à se figurer, peut-être pour le grand public, à quel point on va avoir besoin d'envoyer du fret dans l'espace et surtout à quel point ça va être diversifié. Ce marché-là, vous l'avez dit, il va y avoir de la logistique. Est-ce que ça veut dire que, à l'image de l'intérêt de CMA-CGM pour le secteur spatial, on va retrouver ce genre d'acteurs autour du fret et du vol cargo ? Alors, c'est tout à fait possible. Et la particularité de ce marché du cargo en orbite, c'est qu'en réalité, bien sûr, il est encore en consolidation et il y a, à mon avis, aussi beaucoup d'usages que l'on va peut-être découvrir. Je pensais par exemple, lorsqu'il s'agit de stations spatiales privées, par exemple, pourquoi pas imaginer faire ce qu'on appelle du Space Traffic Management depuis l'espace lui-même. Il peut y avoir également d'autres applications, comme par exemple le stockage de données en orbite. Et tout ça va amener en fait de nouveaux besoins logistiques, de nouveaux besoins techniques. Et comme disait ma collègue, c'est un écosystème qui doit naître, c'est un écosystème qui doit se développer. Et ça rend aussi, du coup, le positionnement, en fait, un petit peu ardu.
parce qu'il y a pas mal d'inconnus techniques et commerciales. Ouais. C'est quoi ces inconnus techniques? C'est quoi le plus gros défi peut-être demain pour arriver à mettre en place un cargo efficace et européen et souverain? Alors, bien sûr, tout dépend de la destination, mais si on parle de l'orbite terrestre, tout dépend du type de transfert que vous voulez faire, vers quoi vous voulez transférer, ce que vous voulez transférer. Des éléments importants vont être, est-ce que cette capacité de transport de fret peut rapporter du fret sur la Terre? Donc ça, c'est un élément qui peut être différent. Il y a des options où il y a beaucoup plus dur techniquement. Le vol-retour, exactement. La réentrée dans l'atmosphère, le vol-retour, c'est un autre challenge. Vous faites bien de le préciser. La réutilisation, est-ce que ces systèmes vont être réutilisables? Autre challenge technique. Donc voilà, en suivant les différents besoins, et on sait qu'on va avoir certaines difficultés techniques pour certaines solutions, mais l'idée, effectivement, c'est de réussir à développer notre industrie européenne et qu'elle soit capable d'avoir ces éléments technologiques pour pouvoir participer à un cargo européen, mais aussi à des collaborations internationales et être bien positionnés. Alors, on rentre peut-être trop dans le technique, arrêtez-moi, Charlotte Mathieu, si c'est le cas, mais est-ce que l'ambition, par exemple, du côté de l'Agence spatiale européenne, c'est d'avoir, vous l'avez dit, un objet qui est capable de réentrer, qui est aussi capable de repartir dans la réutilisation, ou est-ce que c'est plutôt la première étape, un premier voyage, un premier transfert sans réutilisation? Alors, sur la partie fret vers l'orbite basse, la situation à l'Agence spatiale européenne aujourd'hui a été annoncée au mois de novembre. On vient de lancer un appel à proposition. Donc, c'est le début, c'est une première phase. Et cet appel à proposition est ouvert pour avoir un retour. Donc, l'idée, c'est d'avoir un aller et un retour. D'avoir déjà cette ambition-là. D'avoir cette ambition-là. Et là, nous sommes en train de l'explorer. Donc, l'appel à proposition est ouvert. Nous n'avons pas encore reçu toutes les propositions. Mais l'idée, c'est de pouvoir signer des contrats avec 2 ou 3 sociétés qui sont capables de démontrer un plan pour développer une mission de démonstration à l'horizon 2028, avant que la Station spatiale internationale soit mise à la retraite. Oui. Alors, ça fait quand même une sacrée échéance, parce que ça accélère un petit peu la course, quoi qu'on a déjà des acteurs qui sont prêts ou bientôt prêts aujourd'hui, notamment The Exploration Company, qu'on cite beaucoup, mais qui a des ambitions, encore une fois, LNUB a affiché une ambition de faire voler cette année un premier prototype. Malgré tout, sans station spatiale internationale, est-ce qu'on ne réduit pas un petit peu nos ambitions? Est-ce que ce sera suffisant pour tous nos acteurs européens de viser l'orbite terrestre, l'orbite basse? Alors effectivement, c'est une des difficultés qui va se poser. Effectivement, d'ici 2030, la Station spatiale internationale va être mise à la retraite. Et l'une des possibilités... Alors, je ne pense pas qu'il y ait une réduction d'ambition, puisque l'orbite basse sera toujours occupée. Simplement, ce sera des acteurs privés. En revanche, la question qui peut se poser, peut-être, c'est l'accessibilité de ces stations privées. Parce qu'il va y avoir... les places vont avoir un coût. Et à ce moment-là, pourquoi pas imaginer peut-être une station européenne dont on maîtriserait finalement le coût des places. Et ensuite, je ne pense pas à une réduction d'ambition, puisque finalement, après, en termes institutionnels, on observe un décalage des stratégies de coopération vers la Lune. Il y aura la station LOPG, comme vous l'avez mentionné. Simplement, peut-être que ça pose effectivement la question peut-être de dimensionnement des lanceurs, de dimensionnement des capacités, effectivement, pour pouvoir rejoindre la Lune. Donc, je pense qu'on est à un point de bascule, en fait, et au contraire, je pense qu'on assiste à une renaissance aujourd'hui du spatial européen. Est-ce qu'on a des données du marché du fret et des projections? Alors, toute la difficulté, comme je disais, on en parlait beaucoup, le marché du cargo spatial est en consolidation, donc c'est très difficile d'avoir une évaluation. Néanmoins, on peut avoir quelques chiffres. Dans mes recherches préliminaires, j'ai vu que 6 à 8 milliards, c'est l'évaluation d'ici 2028 du marché des engins spatiaux dans leur globalité, et à peu près la moitié serait consacrée au cargo. Maintenant, si on prend en compte tous les marchés extérieurs que cela peut générer, en réalité, je pense, en fait, c'est assez difficile d'avoir une évaluation. Vous avez le même constat? Alors, c'est vrai que le marché est en consolidation. L'un des intérêts de ces appels à proposition de l'industrie, c'est travailler avec eux sur leur business case, puisque l'idée n'est pas d'avoir l'Agence spatiale européenne comme seul client, et vraiment de permettre le développement de cet écosystème
à prix raisonnable, avec une industrie qui peut être compétitive. Ce qu'il faut voir, c'est que la barrière, la définition de ce cargo, spatial va vraiment évoluer. Ouais. Et on va voir de nouveau, est-ce qu'on ira vers une station, est-ce qu'on ira en orbite pour aller déposer, puis revenir. Le paradigme va complètement changer. Donc effectivement, on travaille pour essayer de mieux comprendre. Le cargo est un des éléments de cet écosystème et on essaie de comprendre justement qu'est-ce qui va nous permettre les éléments qui vont nous permettre de consolider ces différents marchés. Alors, sur ce sujet-là en particulier, l'ESA a choisi ce modèle d'achat de services qu'on connaît bien aux États-Unis, qu'on voit davantage émerger aujourd'hui avec nos institutions. 75 millions d'euros pour la première phase. A promis Joseph Aschbacher. Est-ce que c'est une somme qui devrait combler les ambitions pour une première étape, pour une réentrée dans l'atmosphère ? Donc effectivement, l'appel à proposition actuel a une enveloppe budgétaire aujourd'hui de 75 millions d'euros pour l'ensemble des contrats, 2 ou 3 contrats, qui devra être complété par un cofinancement. Donc ce ne sera pas l'enveloppe globale. Et l'idée est d'avoir cette première phase qui va jusqu'en 2026. Le vol devra être fait dans une deuxième phase vers 2028, donc c'est l'horizon temporel aujourd'hui, avec un financement complémentaire qui pourra être décidé lors de notre prochain conseil ministériel fin 2025. D'accord. Alors j'ai parlé des États-Unis, on peut peut-être parler de cette fusée Starship. Moi, c'est vrai que quand on parle de fret aujourd'hui, on se dit comment on va arriver avec un engin européen à concurrencer un engin comme Starship qui a, alors si je ne dis pas de bêtises, une capacité de charge utile de 150 tonnes en orbite terrestre. Est-ce qu'il y aura de la place pour nous ? Difficile de répondre. Je dirais que tout est question. Le fret, en réalité, ça couvre énormément de charges utiles possibles. Le Starship, c'est pour des charges super lourdes. Mais il n'y a pas besoin uniquement de charges super lourdes. Donc, quand il s'agit de ravitailler des stations, des satellites, une charge utile de quelques tonnes peut tout à fait faire l'affaire. Là où cela pourrait poser problème, c'est s'il y aurait, si vous voulez, une sorte de phénomène d'aspiration par le Starship. C'est ce qu'on craint. Voilà, on va voir. Alors, c'est en tout cas l'ambition affichée par SpaceX. On verra comment ça se consolide. Je pense cependant que l'Europe peut avoir sa place. Vraiment, par exemple, le Starship, je pense que le Starship peut se poser sur la Lune, il peut emmener des charges super lourdes. Par contre, quand il s'agira d'emmener du fret vers la LOPG, quand il s'agira d'emmener des spationautes, là, je pense que l'Europe peut tout à fait jouer sa carte. Et alors, avec quel lanceur ? Alors, en termes de lanceurs, il y a bien sûr Ariane 6 qui améliore beaucoup de choses par rapport à Ariane 5, notamment en matière de coûts, de fabrication, d'optimisation. Et je pense effectivement que le marché européen des lanceurs est en pleine mutation. D'ailleurs, on l'a depuis Séville, il y a eu une ouverture à la concurrence. Le président de la République française a affirmé que la France se présenterait évidemment ses candidatures. Je pense il va y avoir une évolution au niveau des lanceurs. Je pense Ariane 6 devra, en quelque sorte, va servir de pont vers d'autres lanceurs européens qui intégreront la réutilisation, on en parlait, et qui intégreront aussi, à mon avis, une nouvelle logique qui va être celle véritablement de la capacité, mais au sens capacité scientifique et plus seulement commerciale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Ariane avait été conçue dans un objectif commercial. C'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on reste leader du domaine. Maintenant, il faut que la compétition spatiale ne se centralise plus uniquement sur les enjeux commerciaux. Vous parlez d'exploration ? On parle d'exploration, effectivement. D'exploration humaine ? D'exploration humaine, et d'exploration peut-être aussi d'utilisation des ressources in situ pour avoir une présence en fait scientifique permanente. Et en fait, tout simplement, ça permet d'offrir une présence qui après peut se traduire au niveau politique et au plan diplomatique. Donc,
Le lanceur, la question du lanceur, véritablement, aujourd'hui, l'accès à l'espace pour l'Europe, je pense que c'est l'enjeu majeur. C'est indissociable, c'est le premier enjeu, avoir un lanceur, et puis ensuite cette première brique qui serait le fret, pour aller plus loin vers l'exploration humaine, vers l'installation de bases permanentes dans l'espace. Nous travaillons en effet sur les questions de vol habité, même européen. Je voudrais juste souligner, par exemple, quelque chose qui est moins connu. Nous travaillons déjà sur des missions de fret vers la surface lunaire de manière autonome européenne, donc les missions Argonaut, sur la base d'Ariane 6. Et donc nous avons commencé déjà avec nos industriels et nos États membres à travailler, d'avoir cette capacité autonome d'envoyer du fret sur le sol lunaire, qui nous permet de nous positionner comme un partenaire en tant qu'industrie et de manière institutionnelle, un partenaire de choix pour nos collègues internationaux. C'est vrai qu'on parle peu d'Argonaut, mais quelles sont les échéances ? Alors, on est vraiment au début de ce process, mais nous sommes en train de commencer et de regarder un petit peu quelles vont être les possibilités pour éventuellement 5 premières missions vers le sol lunaire qui seraient conduites de manière autonome par l'Europe. Et donc complètement institutionnel ? Pour l'instant, oui. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de développer de votre côté des technologies pour les tester et en même temps de favoriser cet achat de services pour développer tout l'écosystème ? Nos axes prioritaires sont effectivement de continuer à mener l'exploration, la science au sein de l'Agence spatiale européenne, mais aussi une des priorités de notre directeur général, Joseph H. Barrer, c'est le développement de ces activités spatiales commerciales en Europe. Oui. Et en effet, cela passe par un rôle d'une agence qui va permettre de développer des briques technologiques, de l'innovation, et pour permettre justement de faire avancer l'innovation au sein de l'industrie européenne et de l'y positionner pour travailler de manière autonome ou avec d'autres partenaires internationaux au développement de nouvelles capacités. Nous avons un accord, par exemple, entre Airbus et Voyager Space pour une station spatiale commerciale aujourd'hui qui est financée dans ses développements par la NASA. Donc voilà, on essaie d'amener notre industrie à être bien positionnée sur toutes ces nouvelles explorations, en particulier vers la Lune. Garantir une présence européenne, ça va être indispensable si on veut mener tous ces projets à bien. Je pense effectivement au niveau politique que ça va être indispensable, notamment parce qu'aujourd'hui, dans la grande dynamique de compétition entre les nations, la compétition ne se fait plus uniquement sur les parts de marché et la commercialisation, mais aussi sur les capacités de présence, sur les capacités d'envoi de fret, d'envoi d'équipage. Finalement, tout ça est très géopolitique, fondamentalement. Et ce sont des problématiques assez terrestres aussi. Et je pense en tout cas que pour un certain nombre d'acteurs, sachant qu'il faut savoir aussi que cette présence politique, après, elle peut avoir aussi des retombées commerciales. Le fait de compter politiquement, c'est autant de parts de marché après qui peuvent se libérer. Donc tout ça forme un écosystème, tout ça est interconnecté. Et effectivement, se positionner dans cette grande stratégie-là est la meilleure manière de rester pertinent tant au plan technologique qu'économique. Merci beaucoup, Amaury Dufay, d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Merci à vous, Charlotte Mathieu, d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous sur la question de vol cargo et de vol de fret. En tout cas, c'est l'ambition européenne aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.